Chers amis, chers abonnés, vidéo spectateurs, bonjour et bienvenue dans mon univers. Le but de cette vidéo n'est pas d'offenser la sensibilité de qui que ce soit. Toute ressemblance à une figure historique n'est que pure coïncidence. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager au grand maxi. Au sommaire de cette présentation, nous parlerons aujourd'hui de quelques mystères liés à la Lune. Nous allons maintenant aborder le cycle menstruel de la femme. Cycle très complexe euh, qui reflète le caractère même de la femme elle-même, car il y a une superposition de plusieurs cycles concomitants et interdépendants. N'oubliez pas de visionner les deux premières parties qui ont été déjà diffusées. Pour cette troisième partie, nous nous limiterons au cycle ovarien et au cycle utérin, mais aussi nous parlerons de l'interdépendance de ces cycles-là avec le complexe hypothalamo-hypophysaire. En gros, nous avons deux grandes saisons qui peuvent se subdiviser en quatre petites saisons, comme la division de la nature: l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc les deux grandes phases, ce sont la phase folliculaire et la phase lutéale. Cette phase folliculaire débute avec l'apparition des règles qui se dit en langue kémite Husman. Ensuite, le point culminant de cette phase folliculaire est la période d'ovulation qui se dit en langue kémite Mesut ou le verbe mesi qui veut dire pondre. Mais comment on en arrive à l'ovulation? En fait, à l'heure de la puberté, l'horloge biologique sonne l'alarme pour la production de GnRH qui va stimuler au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire la production de deux hormones qui sont l'hormone FSH qui veut dire Follicle Stimulating Hormone et la seconde hormone est la LH, Luteinizing Hormone. Donc la FSH va réveiller et stimuler la croissance des follicules au niveau de l'ovaire qui est en activité. On se rend compte, donc, comme je disais tout à l'heure, du début de cette phase folliculaire avec l'apparition physique de l'écoulement de sang provenant de l'appareil génital de la femme. Cet écoulement donc dure environ 5 jours. Donc il faut savoir que beaucoup de follicules vont reprendre leur croissance au niveau de l'ovaire. De follicule primordial, on passe au follicule primaire, secondaire, tertiaire, puis au follicule de Graaff, avant d'assister à l'expulsion de l'ovocyte dans la trompe. Alors, il faut savoir que le follicule est un ensemble constitué de l'ovocyte et de cellules folliculaires qui entourent cet ovocyte. Donc, ce ne sont pas tous les follicules
qui vont arriver à maturation. Donc, il y aura un follicule qui sera dominant et qui est appelé d'ailleurs le follicule dominant, qui va accomplir tout ce parcours jusqu'à l'expulsion de l'ovocyte. Les autres vont régresser. Donc, pendant la croissance du follicule, les cellules folliculaires vont produire une hormone appelée œstrogène. Et une certaine quantité d'œstrogène va déclencher une réaction au niveau du col de l'utérus pour permettre, du moins pour rendre la glaire qui est produite au niveau du col de l'utérus, de la rendre filante pour pouvoir laisser passer les spermatozoïdes. L'œstrogène permet aussi la croissance de l'endomètre de l'utérus. Alors, cette quantité importante d'œstrogène va donner l'information au complexe hypothalamo-hypophysaire qui, à son tour, va produire plus de LH qui, atteignant un certain pic, va provoquer l'ovulation. Donc, le gamète femelle ou l'ovocyte est expulsé et récupéré par les franges du pavillon qui vont le loger au niveau de l'ampoule de la trompe de Fallope. Nous avons cette correspondance entre l'ovulation et l'œuf. Cet œuf se dit en langue kémite sourt, et ce terme est homophone à deux autres termes qui veulent dire cercueil ou linceul. Donc, nous voyons que l'ovulation symbolise une mort, mais aussi un espoir d'une vie nouvelle. Et c'est en ce moment que Osiris prend le nom ou l'épithète de Wun-Nefer. Ce qui est bien de noter, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, c'est de voir que ce nom-là débute avec un lièvre. Et la combinaison du lièvre et de l'œuf nous rappelle une fête qui a lieu au début du printemps. Donc après l'équinoxe du printemps qui a lieu le 21 mars. Alors, ce qui reste du corps folliculaire va se transformer en corps jaune et va produire à son tour une hormone appelée progestérone, c'est-à-dire qui est favorable à la gestation. Et cette hormone va influencer l'endomètre qui va se densifier et se vasculariser pour être prête à accueillir un œuf fécondé dans la semaine qui suit la fécondation. Alors, nous avons cette phase-là qui est fertile et toute cette partie-là est la phase infertile et se dit en langue kémite Ushir, hein, qui est très proche de Usir, mais quand même qui dit tout son contraire. Alors, nous avons deux cas de figure qui se présentent après l'ovulation. Le premier cas, c'est qu'il n'y a pas eu fécondation, et dans ce cas-là, le corps jaune va dégénérer, la production d'hormones va baisser, et cette baisse de production d'hormones va déclencher la destruction de l'endomètre de l'utérus qui va résulter en des règles
et donc en l'écoulement de sang, et c'est le début d'un nouveau cycle. Si quand même, et en ce moment-là, nous pouvons maintenant parler de la légende d'Osiris, puisque comme l'ovule se trouve au niveau de la trompe, juste au niveau de l'ampoule, pour qui connaît un tout petit peu l'anatomie de la trompe de Fallope, c'est un tapis constitué de cils qui permettent de propager, de propulser l'œuf. Et donc, cette anatomie est comparée au marécage. Et donc, après l'ovulation qui correspond à la nuit de pleine lune, donc, en allant à la chasse, va retrouver donc ce corps d'Osiris meurtri, et donc va le diviser en 14 morceaux et l'éparpiller à travers l'Égypte. Donc, Isis va repartir à la quête, va retrouver les parties du corps d'Osiris et va les rassembler en une momie. Donc, nous comprenons maintenant à quoi correspond la momie d'Osiris, et donc va s'accoupler avec la momie d'Osiris pour devenir féconde et mettre au monde Horus, qui est l'héritier d'Osiris, mais aussi qui est son incarnation. Donc ceci correspond à la résurrection d'Osiris. Il faut savoir que la lapine, nous dit le professeur agrégé Yves Muller, a une ovulation provoquée par la copulation. C'est en ce moment que aussi que Isis va fabriquer un phallus en argile. Et on avait parlé dans les vidéos précédentes à quoi correspondait l'argile. Donc je n'y reviens pas. Nous savons tous que pour qu'il y ait fécondation, il nous faut les deux gamètes, mâle et femelle. Voilà. Ainsi, donc, on va célébrer aux environs donc de l'équinoxe du printemps la résurrection d'Osiris après donc le 14e jour de l'apparition de la lune, donc c'est-à-dire la pleine lune. Donc, et le symbole qui est utilisé est le lièvre et l'œuf. Donc certainement c'est ce qui correspondait aux fêtes appelées Paamihes, aux environs de l'équinoxe du printemps, après le 21 mars de chaque année. Voilà. Alors, nous avons en langue kémite le nom de l'utérus qui se dit Idt. C'est un terme qui non seulement est le nom de l'utérus, mais aussi c'est le nom de la vache. Donc nous avons en plus le terme id qui représente le taureau. Alors, la vache est symbole de Hathor, hein, Hother ou Het-Heru, pour ceux qui veulent. Et donc, nous voyons maintenant la ressemblance ou l'adéquation entre l'utérus, la tête de vache et la représentation de Hathor. En plus de cela, nous avons le terme Idet qui veut dire encensement, senteur, parfum. Alors là, c'est très important parce que la princesse que je vais appeler, c'est le nom que je donne à l'ovocyte qui a été expulsé.
qui n'a que 24 heures pour survivre, eh bien cette princesse se tient au niveau de l'ampoule et n'entend pas la voix de Ra, mais attend avec impatience son prince charmant. Et pour l'attirer, eh bien, la princesse va envoyer une odeur olfactique aux spermatozoïdes qui se trouvent au niveau de l'utérus en train de maturer, en train de faire ce qu'on appelle la capacitation. Donc, ils vont prendre un bain pour se débarrasser de tout ce qu'ils avaient avant d'entrer dans la cavité utérine. Et donc, ça correspond à peu près au lavage des pieds et au lavage de la tête, hein, pour se faire beau et être accueilli par la princesse. Et donc, c'est cette partie-là qu'on appelle la capacitation. Mais en plus, en leur envoyant ce parfum-là, alors que les spermatozoïdes ont fait leur bain rituel, et donc ont découvert leur capteur olfactique. Et donc, ils peuvent capter l'odeur et aller au bon endroit. Donc, nous voyons bien pourquoi il y a le parfum qui est lié à l'utérus. Deuxième chose, le terme idi, donc veut dire parfumé, c'est normal, hein, le verbe c'est le verbe, mais aussi sourd, donc qui en quelque sorte exprime l'état de la princesse. Hein. Elle n'entend pas les ordres de Ra, mais elle envoie des signaux olfactiques pour communiquer avec Ra. Alors, nous avons vu la correspondance entre l'oreille de Hathor, l'oreille de la vache et les ovaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème du tout à identifier l'oreille à l'ovaire. Et donc, l'oreille se dit musjer. Mais là, il faut savoir que c'est un terme composé de mus, hein, qui est lié à la naissance, et de jer, qui est lié à la cessation de quelque chose, mettre fin à quelque chose. Donc, ce que nous avons au niveau de l'appareil génital, c'est que quand l'ovaire est en fonction, donc va expulser l'ovocyte, dans l'autre, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est une alternative. Et quand celle-ci est active, l'autre, il n'y a rien qui se passe. Quand les spermatozoïdes vont se diviser, les uns vont aller dans l'ovaire actif, l'autre inactif. Eh bien, ici, on aura dans ce cas-là la mise à terme de l'existence de ces spermatozoïdes-là, alors que dans l'autre ovaire, on pourrait avoir un espoir de vie si toutefois un des spermatozoïdes parvenait à féconder la princesse qui est en attente de son prince charmant. Alors, les oreilles vont se dire enkoui. Et nous voyons bien donc que les oreilles sont liées à la vie. Donc la question qui se pose, c'est que signifie il y a beaucoup d'yeux, sachant que la femme naît avec son stock de follicules. Maintenant, nous allons l'illustrer avec le plancher de la 6e heure de l'Amduat, sachant que nous consacrerons une vidéo toute entière à chaque heure de l'Amduat. Alors, nous allons commencer cette illustration-là avec Monsieur et Madame Crocodile. Madame Crocodile est nommée ici
celle qui est dans les grandes eaux. Donc il n'y a pas de difficulté à comprendre que les grandes eaux, ce sont les eaux du Noun. Voilà, et donc il n'y a pas meilleur choix d'avoir Monsieur et Madame Crocodile dans les grandes eaux, puisqu'on est sûr qu'il n'y aura pas de noyade. Alors, un second indice, c'est le serpent qui tient dans sa gueule le signe de la vie et qui porte dans son dos les 4 têtes qui représentent les 4 enfants d'Horus qui sont indispensables à la résurrection du défunt. De l'autre registre, donc du registre médian, nous avons Djehuti, qui est le messager des Netcheru, sous sa forme de babouin. D'ailleurs, nous avions vu dans la seconde partie que signifiait ce messager-là. Et nous avions vu le serpent qui était surmonté de la tête de babouin, qui rentrait, qui sortait et qui transmettait les doléances des vivants, donc qui étaient liées à l'arc en ciel. Et nous avions vu aussi les caractéristiques de l'ibis, son comportement pendant son cycle de reproduction. Donc, nous savons bien ce qui se passe ici, mais nous aurons le détail quand on va aborder spécifiquement la 6e heure dans la vidéo. Et en face donc du messager, qui a, comme on dirait, qui va donner le rythme à prendre, nous avons une dame qui est celle qui cache ses propres images et qui tient derrière elle les yeux de rat. Donc nous savons très bien de quel œil il s'agit. Donc elle est appelée aussi la maîtresse de ceux de la droite. Ensuite, nous avons le serpent à 5 têtes qui encercle le corps de Khepri. Donc c'est le cadavre de Khepri dans sa propre chair. Là aussi, c'est un des indices, mais nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans la vidéo. Mais sachez que c'est un indice. Ensuite, nous allons parler maintenant des 3 tombeaux qui contiennent les 3 parties du corps de Ra démembrées. Heureusement que Ra n'a pas été démembré en 14 parties comme Osiris. Alors, ces tombeaux-là contiennent les 3 parties et nous allons identifier quelque chose qui est lié à ces 3 parties. Donc nous avons une tête humaine dans le 3e tombeau, en comptant de la gauche, donc qui fait face à la dame qui est appelée l'adoratrice. Et bon, pour faire simple, cette dame-là, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là. Voilà. Mais pourquoi? Eh bien, vous saurez à la 6e heure. Quoi qu'il en soit, cette tête est donc la tête de Ra. Et il est dit dans les textes que les ténèbres sont éclairées dans la terre. La chair jubile et se réjouit. Ta tête parle après avoir rassemblé ses membres. Ça nous donne un indice très important. Donc, elle est comparée à la tête de ce qu'on va identifier tout à l'heure. Ensuite, nous avons cette seconde partie qui est au milieu et qui contient l'aile du scarabée. Donc, nous savons tous que l'aile sert à voler plus vite, donc à se déplacer très rapidement. Eh bien, ça correspond à cette partie intermédiaire aussi de ce qu'on va découvrir tout à l'heure, qui permet le déplacement de l'organe. Ensuite,
nous avons euh, la partie postérieure de Ra, qui est la partie bien-aimée de Seth. Eh bien, donc pour nous, ça correspond à cette flagelle. Donc, nous venons de découvrir que le tombeau qui est ici contient les trois parties du spermatozoïde. Et c'est normal que ça soit divisé en trois parties parce que pendant la fécondation, eh bien, quand on a traversé la zone pellucida et entré en contact avec le noyau de l'ovule, donc le spermatozoïde va perdre et cette flagelle est la partie intermédiaire. Mais en plus, on nous dit que Ra a été dépecé. Donc, cette partie-là correspond à la tête. Avant de donner son patrimoine génétique, eh bien, il va enlever cette partie-là pour fusionner avec la membrane du gamète, de l'ovocyte, et libérer son patrimoine génétique, c'est-à-dire les 23 chromosomes qui vont fusionner avec les 23 autres chromosomes de l'ovule pour donner la cellule diploïde avec 46 chromosomes qui est l'espoir d'une nouvelle vie. Voilà. Ensuite, nous avons un autre indice, c'est un indice très bizarre puisqu'il s'agit d'un lion. Et ce lion-là est appelé Kahumhumt. Donc c'est un lion qui est un taureau qui rugit, ce qui est très bizarre. Mais c'est à comprendre puisque le lion, comme on disait par exemple en astrosophie, le lion est sous la maîtrise de la planète Soleil. Donc on pourrait bien dire que le lion représente le Soleil. Et nous avions dit aussi que Osiris était Khem-Ur ou Osiris Apis, donc il est représenté par le taureau. Donc un lion qui est un taureau, nous avions vu que Ra repose en Osiris et Osiris repose en Ra. Donc nous voyons bien que parler de lion ou parler de taureau, et surtout en les confondant, ça veut dire que nous avons la fusion de Ra et d'Osiris. Donc ce qui en découle est donc l'œil divin de Ra, hein, qui est représenté ici en double. Donc les textes, donc nous avons ici en biologie cette partie-là qui représente donc le spermatozoïde qui pénètre l'ovocyte. Et donc, on va assister à la méiose 2. Et donc, ce qui crée deux cellules, l'ovule diploïde de 46 chromosomes, comme je disais tantôt, et le globule, le deuxième globule polaire qui est promu à la désintégration. Voilà. Nous avons ensuite l'indice avec les trois personnages qui suivent, qui sont entre le lion et les tombeaux. Donc nous avons Isis appelé Taït. Donc c'est un qualificatif qu'on entend très rarement, mais quand même qui a été évoqué dans les textes des pyramides, ou dans la formule 741b, où on avait ta mère et Taït, t'a vêtu. Donc, Isis Taït préside au tissage et aux étoffes funéraires. Donc, c'est exactement pour parler de Neit, qui est la mère de Ra, donc il va enfanter Ra, et nous savons que son symbole est la navette de Tisserand. Encore une autre chose, c'est ce personnage-là qui est appelé celui qui brille. Et donc nous savons très bien qui est celui qui brille maintenant, hein. Et de l'autre côté, nous avons l'autre personnage qui veille aux images de celui qui brille.
Donc le texte nous dit, ô celui qui brille, protège ton image. Toi qui repousses les Netérou, inspire la crainte par tes bâtons de commandement. Que tes images soient cachées et que leurs ténèbres s'illuminent. Puisse sa chair que vous protégez respirer. Donc nous voyons très bien de quoi il s'agit. Et ce petit personnage, nous voyons qu'il n'est même pas habillé. Il y a juste une petite ceinture pour montrer que c'est un personnage nu. Hein, nu comme un bébé. Alors, pour en avoir le cœur net, nous savons que le lion se dit Maï, alors que le fœtus va se dire Maï. Donc, il n'y a pas plus clair de savoir ce qui se passe à cette heure-ci. Bon, nous avons, juste pour compléter, hein, nous avons ici Isis Imhet, nous avons Osiris qui est appelé ici le favori des Netérou, et nous avons aussi avec la couronne blanche, celui au cœur renouvelé. Donc tout ceci nous montre qu'il y a eu fécondation et nous assistons à la nouvelle vie. En conclusion, je poserai juste une question, à savoir, croyez-vous vraiment que Hathor, ou Hetheru, pour ceux qui veulent, porte un disque entouré d'un auréus, ou s'agit-il juste d'une allégorie qu'il fallait décoder? Une chose est sûre, c'est qu'on n'a jamais vu le soleil copuler avec la lune, ni voir une vache porter un disque solaire. Donc, ce que l'on vient de voir n'est qu'une écriture symbolique d'une réalité scientifique cachée, que ceux qui ont copié les Kemtiou ont raté le cadre interprétatif. Si vous voulez savoir davantage le secret caché derrière ces allégories, alors suivez entre autres mes vidéos et guettez la sortie de mes livres. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager au grand maxi. N'oubliez pas aussi de visionner les deux premières parties, donc la partie 1 et la partie 2. Et je vous remercie de votre soutien.